C'est Brigitte? Bonjour, ça va bien? Je pense que tu es en mute. Ben non, mon micro, il est là, il est allumé. Sauf si c'est mon ordi. Ah, c'est bon, c'était mon ordi. Ah, super, ça me rassure. Je me dis, ah non, pas un autre problème. Alors, c'était comment le boot? Ben, c'était étrange parce que je savais pas si je parlais seule avec moi-même ou s'il y avait des auditeurs. J'ai eu la même expérience. C'est un peu comme, allô, je peux vous montrer des choses, mais il y a quelqu'un qui m'entend? Ben, c'est ça, parce que je vois qu'en haut, il y a, tu sais, c'est écrit 3 personnes sur 20, qu'il y a 13 yeux qui nous regardent. Mais actuellement, mais à l'expo, c'est ce que je voyais, mais je posais la question aux gens pour voir, tester s'il y avait des gens, d'utiliser le volet chat, puis j'avais pas de réponse. C'est que c'était un peu étrange. Un peu Par étrange. chance, j'ai une modératrice, j'ai notre collaboratrice avec qui on a développé un prototype qui était avec moi. Fait que là, on a pu échanger, on a testé un peu. D'accord. Donc, est-ce que tu me présentes ta collaboratrice? Je vois Oui, Daria. Daria. Salut, ça marche mieux pour moi en anglais si on peut. Oh, yes, of course. Yeah, so we're collaborating on the project of Agora platform, the online platform. So you don't know, because I know Brigitte from more the museum universe, because we do interactive installations for museums, and we're working with the Museo de la Civilización for an interactive experience right now. But here we're presenting a platform that we made for collaborating online. So it's creating this kind of environment where you are online and you're able to navigate spaces, but where you can do it in a more kind of network way, like the way it would work like in an actual social event. So you can walk, you can talk to people, small groups of people form, and they transform dynamically all the time. It's hard for the sound. Are we part of the session right now? Yes, I think we're like 20 people there, and people are starting to join slowly. So don't let's try not to say very inappropriate things. Hello. Hello. Finalement, on réapparaît tous, c'est merveilleux. Oui, donc bonjour. Donc pour tranquillement, on reconstitue les speakers de notre session. Donc pour nommer à ceux qui nous regardent en ce moment, c'est seuls les micros et les caméras des présentateurs là, qui vont être activés pour la séance. Pour les autres, là, on vous invite là, à présenter vos questions ou à interagir là, avec le chat. Donc voilà, on va juste attendre les gens de la piscine et également de l'entreprise Prévue 3D, puis on va pouvoir débuter l'heureux moment qu'on souhaitait tous. Merci Simon. On parlait déjà un peu avec Brigitte parce qu'on se connaît du monde du musée. Nous, on fait des présentations, des installations interactives dans la vraie vie. Puis nous, on fait beaucoup aussi des événements dans la vraie vie, genre des installations pour des événements pour les augmenter avec la technologie. Évidemment, tout ce qui est événementiel, ça se passe pas en ce moment. Donc, on a commencé à explorer, à créer une plateforme pour faire des événements en ligne, justement. Ça a commencé un peu comme quelque chose qu'on faisait avec des amis. Puis finalement, on est rendu à faire ça parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt de part des gens. Donc, j'étais en train d'expliquer un peu, Brigitte, qu'on vient dans notre univers en ce moment. Bonjour, Christophe. On s'est présenté, on s'est remis dans le forum tranquillement. Ouais. Donc, parfait. Ben, écoutez, étant donné qu'on a le Musée de la Civilisation, le Palais des Congrès de Montréal et la piscine avec nous, je pense que minimalement, on peut commencer le premier segment là, qui était au niveau des River Speech, donc les challenges que vous avez chacun monté, là, constitués de votre côté. Donc, si ça marche, on peut continuer en anglais, s'il vous plaît? Oui, yes, so for people across Canada that are hearing us today, the session will be in both language, French and English, so each speakers can present in the language that they are more like fluent with, so there's no there's no problem there. And also, I think that some have prepared, when a speaker is speaking in French, you will have prepared a word presentation in English, so in a way you can have
some references, even if you don't speak one or the other of the language. So maybe to bring a first start, we have Christophe Bilbao from La Piscine. Donc, je vais reprendre en français, mon cher Christophe. Pas de problème, no problem. Donc voilà, donc La Piscine, on l'avait nommé un peu là, au niveau sur le main stage un peu plus tôt, là, comme quoi finalement le COVID, oui, a peut-être freiné beaucoup de choses là, dans le secteur événementiel et culturel, mais d'une certaine façon aussi a pu amener une forte accélération de certaines tendances, puis de finalement de se permettre, comme tu disais un peu, de passer d'un état de supposition à dire que visiblement il y a réellement un marché ou des nouvelles approches qui peuvent être développées. Est-ce que tu pourrais, je ne sais pas si tu as la présentation avec toi, ou tu pourrais nous partager le challenge ou un peu ce que vous anticipez justement de votre côté au niveau là, de comment réinventer tout ce qui est l'événementiel puis la sphère culturelle. Tout à fait. Écoute, j'essaye de trouver peut-être partager mon écran. Alors, où est-ce que je peux trouver ce bouton-là d'après toi? Oui, il devrait être juste au bas de ton de ton interface. Tu as un petit carré là, avec une barre rouge dessus. Là. Donc, ça devrait exactement. Okay. Soyons fous. Alors, bravo, merci. Donc, on va essayer ça. Puis pour tous ceux qui nous écoutent aussi, si vous voulez avoir plus de visibilité sur la présentation, vous pourrez double-cliquer là, sur l'interface qui va apparaître. Là, ça va vous permettre de voir un peu mieux là, ce qui est présenté. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez minimalement la présentation maintenant? Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer dans le chat? Oui. Génial. Bon, en fait, pour revenir très très rapidement, so I will speak in French if you want, because my presentation is in English. So if you want to follow in English, you can always read, and I can just speak French. So we'll go that way. If you have any questions, just be sure that you can ask either in French or English. I will answer no matter what, English or French. Anyway, I'm so bad in Spanish, so I'm sorry for any Spanish speakers. Donc, La Piscine, on existe depuis 2015. On est un accélérateur qui est dédié aux industries créatives et culturelles, donc ce qu'on appelle les ICC, CCI in English. Notre mission comme accélérateur est vraiment de pouvoir mettre à disposition les meilleures ressources pour garantir la croissance d'entrepreneurs créatifs et culturels, donc autant sur des marchés locaux que des marchés à l'international. Pour ce faire, on a deux leviers principaux pour aider ces entrepreneurs. On a nos programmes d'accélération, d'accompagnement de ces entrepreneurs, plus des services corporatifs, donc de connexion avec des clients ou des potentiels marchés. On accompagne à peu près plus d'une soixantaine d'entrepreneurs, donc de startups par an, depuis plusieurs années maintenant. Et l'autre levier est notre immeuble, le Rodier. Nous sommes installés depuis ce matin, donc nous sommes très très heureux de pouvoir vous parler depuis nos nouveaux locaux. On espère qu'on pourra vous faire visiter tout ça très très rapidement. Et puis donc avec le Rodier, on veut véritablement essayer de évidemment symboliser une communauté, donc à la fois de talents d'entrepreneurs, puisqu'on a des entreprises, de partenaires, etc. Donc vraiment à la disposition de ces entrepreneurs-là. Maintenant, plus précisément par rapport à la Covid, effectivement, je vais revenir, Simon, sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que les faiblesses des modèles des entreprises créatives et culturelles, qui étaient évidemment d'être confrontées non seulement à une réalité internationale, mais aussi à de l'intégration de la technologie et souvent sur des modèles d'affaires qui n'étaient pas véritablement pensés pour être pérennes, en tout cas vraiment résilients. C'est certain que la Covid a mis de l'avant énormément toutes ces faiblesses-là, ces fragilités. Comme on le disait tout à l'heure, il y avait énormément de modèles d'affaires qui étaient basés sur l'interaction humaine, donc vraiment comme en présentiel. Donc tout ça, on s'entend, doit être repensé. Et même s'il y a évidemment un retour à la normale pour, au fur et à mesure, les différents secteurs créatifs et culturels, dans les 4, 6
et puis ça peut aller quand même à 18 mois ou 24 mois dans cette normalité, on s'entend que très justement, l'accélération d'un certain nombre de principes, de fait, que l'éloignement finalement n'est peut-être pas un problème, mais plutôt une force, que on peut valoriser en fait une propriété intellectuelle, une créativité, en tout cas des propositions, autant au niveau présentiel que évidemment au niveau relationnel à travers un outil numérique. On s'entend qu'il y a énormément de choses à faire là pour le coup, puisque maintenant avec l'éloignement, on se dit qu'on a certainement l'opportunité de parler, de discuter et de faire des propositions et d'intégrer des segments de marché qui pour l'instant n'étaient pas des clients ou qui auraient pu le devenir, mais qui maintenant vont être intéressés justement pour vivre une expérience qui va être différente. D'où le fait que nous sommes très intéressés dans le cadre évidemment du coopératon, en prenant cet angle-là, donc de pouvoir entendre des propositions qui vont permettre non seulement de repenser ce que peut être un produit ou un service culturel, puisque maintenant on parlait d'hybridation, et je pense que ça va être le mot le plus important qui va arriver évidemment dans les conversations de tout le monde, cette hybridation, mais pas d'une réduction de la distance, mais plutôt de l'augmentation en fait de l'expérience proposée à distance, mais mixée et en hybride avec une expérience vraiment en réel. Donc comment est-ce que les deux peuvent vraiment le faire? On s'entend que ça va certainement amener à repenser des formats de produits culturels et créatifs. Et ces formats-là, donc, quels peuvent être les nouveaux moyens de pouvoir non seulement les produire, mais aussi de pouvoir les diffuser, et comment est-ce qu'on réussit à aller chercher et à maintenir cette expérience, en tout cas l'excellence de l'expérience quand on veut la livrer et qu'on peut passer soit par un médium qui est physique ou alors un médium qui est numérique. Donc voilà un petit peu les champs qui nous intéressent véritablement de pouvoir travailler, et pas simplement à destination évidemment d'industries ou d'institutions culturelles et créatives, mais aussi à la disposition de n'importe quelle entreprise qui pourrait repenser elle-même son expérience client ou l'expérience qu'elle aimerait donner dans le cadre, par exemple, d'un travail en remote ou au travail ou dans un mix à nouveau de l'hybridation, donc des conditions de travail. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on aimerait pouvoir entendre des propositions qui peuvent servir évidemment le milieu créatif et culturel, mais qui peuvent évidemment aller bien au-delà de ça avec ces outils. Donc voilà un petit peu Merci. on a fait le tour du secteur. Oui, ben merci beaucoup, Christophe. Je pense que ça fait une bonne entrée en matière. Justement, tu sais, quand on parle de cette place-là de la technologie, on voit que comme de fait, ça va amener un peu à revoir là, toutes les expériences là, qu'on considérait pour acquis finalement, mais de là de dire qu'on arrive peut-être dans un nouveau chapitre de vie, dans toutes ces nouvelles façons de faire. On a la chance d'avoir autour de la table Brigitte Belleville du Musée de la Civilisation. Donc, vous, votre entité, en quelque part, est née justement de cette technologie-là, mais toujours au contact là, de l'être humain. Est-ce que tu peux présenter un peu votre organisation puis le challenge que vous amenez dans le cadre du coopératon? Ben oui, avec plaisir. C'est que on espère que ça va mieux fonctionner qu'hier. Clique sur le petit bouton, il faut avoir confiance. Oui, mais quand je clique sur le petit bouton, en fait, c'est ça que je vois, c'est que ça fonctionne pas bien. Est-ce que vous voyez pas la présentation? Hein? Vous voyez un double de mon écran, exact? Oui. Tunnel d'écran, en fait. Mais normalement, au moment où tu peux faire au moment où tu peux faire le partage de ton écran, on te demande de sélectionner quel écran est-ce que tu as envie de partager. Donc, si tu vas sur ton PowerPoint, on devrait être bien là. C'est ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Ah, merveilleux. Bon, alors on va y aller comme ça. Donc, le Musée de la Civilisation, on est un musée de société. On est basé dans la belle ville de Québec. Et depuis son ouverture, on a accueilli plus de 19 millions de visiteurs. Et puis, le Musée de la Civilisation, comme j'écris notre vision, là, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de notre mission. C'est de donner, en fait, des références aux gens pour comprendre un peu mieux le passé, comment construire le présent, puis rêver le futur. Le Musée de la Civilisation est très d'avant-garde, en fait, dans le milieu des musées. C'est une institution qui a
qui a développé beaucoup de projets, beaucoup d'approches avant-gardistes. Et il suit dans cette veine-là, il a mis sur pied un laboratoire, ce qui est peu commun pour un musée. Donc, le laboratoire s'appelle le MLab Créaforme. C'est un laboratoire numérique où on va faire de la création et de l'expérimentation. Ça nous permet de faire des projets avec toute la communauté, que ce soit autant des écoles avec des visiteurs, mais aussi avec des artistes et aussi des entreprises. On a identifié, nous, dans notre développement, 6 clés, en fait, pour justement créer de l'innovation au sein du musée. Donc, c'est ce que vous avez, la liste ici. C'est donc favoriser la littératie numérique, autant pour la communauté, nos visiteurs, mais les gens, notre écosystème ici dans la grande région de Québec, la région de la grande capitale nationale, mais aussi avec toutes les équipes du musée. On développe puis on teste aussi des prototypes, ce qui nous permet ensuite d'intégrer nos bons coups dans les expositions. On lance des appels à projets pour travailler avec des organisations et aussi des entreprises. On lance aussi un appel à idées auprès de nos employés. Et la dernière édition, les équipes ont développé 9 prototypes fonctionnels en l'espace de quelques jours. Et finalement, ces projets-là, on est en train de tous les intégrer au sein même de l'institution. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et on adore travailler avec des startups, notamment celle du MT-Lab. Donc, je fais un gros clin d'œil à Simon. On adore ça, travailler avec vous. C'est que nous, ce qu'on voit dans l'équipe du numérique, c'est une fois qu'on comprend bien l'outil, on lui donne un sens, on est capable de mieux l'intégrer dans les projets. Donc, avec la COVID, notre fameux reverse pitch, on a identifié au musée 4 priorités. Parce que, comme toutes les institutions culturelles, tout à coup, on a beaucoup de contraintes pour accueillir, en fait, nos publics. Donc, le premier, c'est comment, justement, on peut bien accueillir notre public de façon humaine, conviviale, avec beaucoup de plaisir, dans un contexte où la sécurité des visiteurs est importante. Les jeunes, donc, comment on peut mieux accueillir les jeunes qui viennent en famille ou en groupe scolaire au musée ou à l'extérieur des murs du musée, pourquoi pas. Donc ça, c'est nos priorités, mais pour les startups, pour les entreprises, ça, c'est vos défis. Pour les 60 ans et plus, comment on peut justement concevoir des meilleures façons pour les rejoindre, leur fournir, leur donner accès à toute la richesse des contenus du musée et qu'ils se sentent en sécurité. Et bien sûr, renouveler l'expérience du visiteur, permettre de créer en fait des nouvelles approches numériques engageantes qu'on va pouvoir installer dans nos halles d'exposition, mais aussi qu'on pourrait vivre sur des plateformes numériques. Donc, une bonne nouvelle, le musée, on a lancé un appel à projet pour les entreprises, les startups cet été. Vous avez jusqu'au 14 août pour soumettre une proposition. Donc, l'idée, c'est en co-création avec les professionnels du musée et vous, comment on peut imaginer donc des façons différentes pour aller rejoindre des nouvelles clientèles. Donc, on vous invite à vraiment soumettre vos propositions. Vous pouvez aller voir sur le site web du MLab. Dans le fond, le format, là, on demande, si on prend un projet on a le soutien de la Ville de Québec pour dans le fond, 25 000 jusqu'à 25 000 ce qui impliquerait que le musée met 25 000 en service, en honoraire, en fait, en service, en équipement, en lieu. Et on demanderait à l'entreprise de mettre au minimum 25 000 en contribution. Donc, voilà, le défi est lancé. Super, merci beaucoup, Brigitte. Comme de fait, on voit... on l'a nommé jusqu'à présent, tout l'aspect de l'environnement de travail qui évolue, puis toute la créativité qui peut aller derrière sur les nouvelles façons de faire ou de livrer le travail. Il y a toute la notion aussi de la logistique, de la production, de dire comment est-ce qu'on accueille maintenant des groupes de visiteurs dans un musée avec des notions de distanciation, etc. Comment aussi on peut ramener des nouvelles formes d'expérience maintenant que les habitudes ou l'œil finalement des visiteurs a changé aussi entre-temps. Là, ils ont maintenant des nouvelles pratiques en tête. Puis la notion un peu de l'accès aussi, de dire que la technologie en soi crée comme des nouveaux canaux, des nouvelles façons d'accéder
soit du contenu à des gens, des expériences. Robert a parlé aussi de la notion d'événements hybrides, présentiels, à distance, etc., puis le rôle de la technologie, finalement, dans un événement, que ce soit pour purement les équipes de travail à l'interne, les nouvelles façons d'opérer de la logistique, de la production, ou littéralement l'expérience de visiter un salon, un congrès, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton côté, là, de ce qui est cogité ou les challenges qui sont pensés au Palais? Mais il faut mettre ça en contexte. Ça fait 1 an et demi là, que j'ai commencé au Palais, puis j'ai toujours travaillé dans les grandes boîtes d'hôtels, grands hôtels congrès, Château Frontenac, Queenie, Royal York en Europe et tout ça. Et on voyait déjà des défis à développer au niveau de les congrès de l'avenir. Et j'ai accepté le poste au Palais parce que je voyais une opportunité pour amener le Palais complètement ailleurs comme opportunité. Et les choses qui sont intéressantes, c'est quoi le centre de congrès, c'est quoi l'événementiel de l'avenir. Donc, juste pour vous mettre à jour au niveau des initiatives que nous avons lancées, comme exemple, on a créé un lab événementiel qu'on appelle Cité, où on travaille justement avec MT Lab. On est rendu à une dizaine de startups événementiels pour aider nos clients à se réinventer, mais dans une façon très abordable et accessible avec des solutions non traditionnelles. Et ça peut être la technologie, ça peut être des expériences, ça peut être des animations, du décor, des expériences olfactives, comme exemple. Et aussi maintenant des solutions pour les standards sanitaires post-crise pour rassurer les clients. Parce que un des grands défis que nous voyons dans le relancement de l'industrie, c'est de rassurer les clients que c'est correct pour ressortir et qu'on a des standards en place et c'est beaucoup l'intangible des fois, cette histoire de rassurer les clients. Et c'est très important, c'est très psychologique. Mais il faut donner des exemples au niveau de nos initiatives pour mettre les choses en contexte. Dans le contexte, je l'ai mentionné rapidement avant, c'est que on se lance dans les événements hybrides. Mais moi, je suis pas là pour vendre les événements virtuels. C'est pas mon métier. Moi, je vends des pieds carrés. Donc, mais ceci dit, on va vendre des événements hybrides. Donc, une partie en personne, une partie virtuelle pour pousser le contenu que les conférenciers, les congrès, ils ont et pousser ça dans leurs réseaux sociaux parce que souvent, les associations, les grands joueurs dans l'événementiel, ils ont des énormes réseaux sociaux, mais ils sont pas à jour au niveau de comment maximiser tout ça avec le contenu, avec la diffusion plus à jour et vraiment créatif et le tout. Donc, on est en train de lancer cet été qu'est-ce qu'on appelle le Studio Palais. C'est un studio podcast, radio-télé qu'on va lancer en collaboration avec plusieurs joueurs. Je les appelle nos fournisseurs préférés de l'avenir. Puis, c'est parce que nous, on veut maximiser le réseau de créativité montréalaise pour le donner à nos clients qui n'ont pas le temps de bâtir ces réseaux-là. On a une énorme créativité à Montréal et Montréal est connu comme une destination créative. Nous, on veut bâtir ce réseau de créativité-là et faire rayonner cette créativité et l'offrir à nos clients clé en main et accessible. On veut être comme une vitrine de la créativité montréalaise comme Palais. On a 1,3 million de pieds carrés au cœur de Montréal, à côté du Vieux. Et on n'est pas plein aujourd'hui, je peux vous dire. Puis, on est là. Donc, comment maximiser les lieux? C'est avec des partenariats stratégiques et créer le centre de congrès de l'avenir via la technologie et les expériences. Donc, le Studio Palais, c'est une offre qu'on est en train de lancer. On est en train de lancer cet automne une salle immersive avec la technologie la plus avancée pour une pièce de 20 000 pieds carrés. On est le seul centre de congrès qui va l'avoir en Amérique du Nord, by the way. Et ça va être un peu comme Van Gogh qu'on voit comme les expériences. C'est inspiré par l'Atelier des Lumières à Paris. Mais nous, on va avoir une salle permanente. Et ça va être B2B et B2C. Donc, ça va être ouvert comme un peu l'exposition qu'on voit à Québec avec une expérience immersive. Mais ça va être une salle permanente avec cette spécialité-là.
et c'est un partenariat public-privé avec à peu près 7 millions de dollars d'investissement technologique. Donc, une salle hyper avancée, ouverte au grand public comme un musée numérique, avec un contenu évolutif, mais aussi avec du contenu qu'on peut modifier pour nos groupes. Donc, nous, on aurait toujours accès, ça fait partie de mon deal, pour avoir des expériences immersives dans cette pièce spécialisée pour aussi nos groupes. Donc, c'est ouvert au grand public et on peut modifier la programmation pour nos clients. Ça va ouvrir cet automne. Souvent, j'ai eu du feedback. On a fait beaucoup de sondages à propos du Palais quand j'ai commencé. Puis beaucoup du feedback qui retournait, c'est que c'était pas accueillant, c'est grand, c'est froid. Donc, on a lancé tout un programme d'animation des lieux publics. On a parti un appel d'offres Massive Art à gagner. Et c'est un regroupement d'artistes. OK? Donc, on fait toute une série pour ils ont gagné un appel d'offres de 3 ans. Et on fait une série. Là, les lieux publics, on a nos nouveaux défis, là, mais on va se remettre. Il y a aussi des expériences événementielles. Mais qu'est-ce que Massive Art amène à la table comme exemple? C'est un regroupement d'expériences d'animation, de créativité des artistes de Montréal. Puis on le rend événementiel ou intéressant dans nos lieux publics pour attirer. Moi, je veux driver l'achalandage au palais et créer des expériences accueillantes et créatives dans nos lieux et aussi sur les étages avec l'événementiel. Donc, toute une programmation de créativité artistique dans tous nos lieux et dans nos événements. L'autre affaire, c'est qu'on est en train de réinventer notre retail, amener des concepts beaucoup plus à jour, beaucoup plus québécois, montréalais, beaucoup plus de restauration et aussi l'intégration du coworking, parce que je vois un lien naturel avec du coworking, avec qu'est-ce qu'on fait comme centre de congrès. Donc, ça peut être des petits groupes, ça peut être 2 personnes dans un contexte de coworking, puis ça peut aller jusqu'à 20 000 personnes. Donc, mais cette expérience, on veut amener Montréal et le Québec au palais. Il y a beaucoup de délégués. On accueille presque 1 million de délégués par année. On a 25 000 personnes avant la crise par jour. Donc, on arrive à 4,5 millions de trafic par année. Donc, on veut faire vivre l'expérience, la culture québécoise à travers les murs du palais à propos du retail. Donc, les gens, ils ont amené le Vieux-Montréal, amené tout le Québec au palais avec l'offre retail. Aussi, dans le contexte on voit des opportunités avec l'événementiel pour co-réaliser des événements que nous avons identifiés comme opportunités pour des industries. Donc, on change notre modèle d'affaires. Si on voit une opportunité, il y a un concept, il y a des gens qui veulent se lancer, je vais faire un partenariat avec ces gens-là pour lancer un événement comme co-réalisateur. Et comme exemple, peut-être je ne charge pas de loyer, donc, mais je mets de l'argent dans l'événement en sachant qu'on va perdre de l'argent pour 2-3 ans, mais c'est un événement annuel avec le but de faire de l'argent un jour. OK? Et dans un monde idéal, le but, c'est de créer des nouveaux événements avec beaucoup de retombées économiques, parce que moi je suis un OBNL. Moi, je suis là pour stimuler les retombées économiques de Montréal. Donc, les nuitées, les repas, etc. Donc, si nous, on peut, avec des partenaires clés, lancer des nouveaux événements, des nouveaux salons, des nouvelles choses qu'on voit comme opportunités, qu'on voit ailleurs, à Las Vegas, qui n'est pas venu à Montréal, où on s'inspire avec une nouvelle version de Smart Cities du monde, comme exemple, et on monte ça en co-prod avec des partenaires clés. On lance ça comme événement annuel, et dans un monde idéal, ça devient autofinancé. Donc, j'ai plus besoin de mettre l'argent là-dedans, puis en espérant qu'on fait des profits un jour, mais je stimule les retombées économiques. Oui. Je vais aller plus vite parce que je sais que je gruge du temps. Et on amène le bien-être dans nos expériences de groupe aussi, à vraiment amener les gens ailleurs au niveau de tout un concierge de bien-être, des programmes intégrés. Donc, bien-être et développement durable. Et on est le seul centre de congrès dans le monde où on a rendu le palais carboneutre et on vend des crédits de carbone purement générés du Québec, localement. J'arrête là. Non, ben, ça termine sur une note très positive, ça, Robert. On est très fiers.
Donc, au niveau tu sais, on voit qu'il y a des éléments récurrents, là, je pense, dans toutes les discussions qu'on a, là, de dire, tu sais, l'humain, je pense qu'autant qu'on a été un temps isolé, déconnecté, mais je pense que ça nous a fait réaliser à quel point l'élément humain il est important, finalement, puis qu'il devrait être central là, dans tous les projets ou toutes les questions, puis que la technologie, finalement, vient amplifier quelque chose que naturellement, entre humains, on a envie de faire, d'organiser. On a un entrepreneur qui est avec nous parce qu'on parle aussi, on parle d'humain, mais aussi de créativité. Puis c'est intéressant de voir que du côté des grandes organisations, il y a cette réflexion-là à tous les niveaux, là, de dire ben, c'est quoi le nouveau chapitre de cette nouvelle vie-là, là, finalement. Mais du côté des entrepreneurs, ça l'a amené aussi son lot de changements, d'évolution, d'adaptabilité. Donc, je serais intéressé d'entendre Alfonso, puis sa cofondatrice, je veux juste être certain du nom. Daria. Donc, en fait, nous, en général, dans la vie normale, augmentée par la technologie, donc des événements augmentés par technologie, des expériences muséales, etc. Finalement, on est fini un peu malgré nous à s'insérer à la création d'événements en ligne. Il y a nos clients qui faisaient des événements dans la vraie vie, qui nous contactaient pour nous dire hey, comment on fait ça, comment est-ce qu'on peut faire en ce moment. Puis on a commencé à co-créer avec eux des façons de faire des événements en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Au début, on ne savait pas vraiment comment faire et on a commencé à utiliser des choses poussées et commencer à trouver des solutions. Et un peu malgré nous, on a commencé à faire une plateforme avec tout le feedback de nos clients pour créer des événements en ligne. Je vais vous présenter ça rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Vous voyez? Actuellement, non. Est-ce que tu utilises Chrome? T'es sur Mac? Ok, c'est ma faute. Voilà. Est-ce que vous le voyez maintenant? Voilà, parfait. Donc, pour ceux qui ne sont pas, vous pouvez faire double-clic sur mon écran pour le voir à un écran complet. Donc, là, oui, on parle, je pense que pour les musées, pour la piscine, ce qui veut dire un événement qui est de succès, ça veut dire des choses différentes. Mais à la fin, on revient beaucoup au côté de l'engagement et de la connexion avec les gens, de créer des ponts. Et évidemment, pour que ce soit abordable et que les gens puissent avoir accès. En ce moment, ce qui se passe dans les événements en ligne, c'est un peu ça. La connexion humaine, c'est 40 petites personnes dans un écran. Le côté social est un peu ça. Oui, il y a des webinaires dans lesquels on peut donner du contenu, mais la partie sociale se passe pas. Donc, dans la vraie vie, on s'est rendu compte qu'il y a cette division qu'il est un peu mélangée et on s'en rend plus compte vraiment. Mais c'est quelque chose qui arrive naturellement. Il y a une partie qui c'est le contenu, qu'on livre du contenu aux gens. C'est un film, quand on va voir un film ou une pièce de théâtre, il y a une partie dans laquelle on observe. Dans un webinaire, comme en ce moment, il y a des gens qui observent. Une partie qui c'est l'expérience sociale, puis ces parties sont comme un peu interconnectées naturellement et on les prend par acquis. C'est juste dans ces moments de crise dans lesquels on commence à voir que il y a des choses qui sont pas vraiment en acquis. Donc, le côté donner du contenu, faire un webinaire et tout ça, ça se passe online avec des webinaires. Mais la partie de l'expérience sociale dans laquelle les gens partagent de façon un peu plus fluide et spontanée, ça se passe pas tant que ça en ce moment. Donc, c'est qu'on a commencé à travailler petit à petit au fur et à mesure des itérations. On est venu à une solution qui est composée principalement des deux parties. Et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Mais il y a une partie qui c'est engagement actif. Donc, comment est-ce que fait que les gens soient participants et qu'on ne soit pas dans une expérience un peu comme en regardant la télé, dans laquelle on regarde, on devient passif et on est juste en train de consommer du contenu. Donc, on fait ça en donnant un peu l'agence aux gens de se déplacer puis de prendre des décisions, pas d'être poignés dans une salle à consommer du contenu. Puis, au niveau ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà dans la vraie vie, créer des expériences qui sont plus grandes, qui créent des dynamiques intéressantes entre les gens. Mais là, la narrative dans le online, ça se passe pas de la même façon. Donc, c'est comment créer une narrative et une user experience qu'elles font online. Je vais passer en anglais si jamais on a des gens qui sont connectés en anglais. J'ai oublié ça. So on the side of active engagement, what we're doing is really give free agency. So you're not anymore watching just a video where you're kind of consuming. So as you see in the background picture, when you go to a bar, you're not, I mean, even if there are 500 people on a bar or a networking event, you're not talking to 500 people at the same time. You're
creating small groups of people, and this small group of people are kind of moving around in a fluid way. So how we're doing this is basically, imagine you take the same dynamics that you have in the events and you put it on a video conference call. And the way it works is it's relatively simple. Is that you're giving people the right to move through virtual spaces, and we're not thinking about 3D avatars and these things are a little bit more gadget, but more really creating these small cells that move fluid in a fluid way. And we have here areas that are on the side. You can see a panel where you can see who is in each room and where are they up to. In this case, for instance, the type of people that are interested and that have been our clients for this type of products is corporate sans cassette. You know, all the water cooler conversations are not happening right now, and this is where a lot of the creativity happens. So they sometimes do these Zoom parties where nobody really talks because you cannot talk to 50 people at the same time. Everybody's checking their phones. So they come to us, and we're doing these types of events where people can actually connect. Sometimes we do a conference after party. So right now there are people here that are listening, and that probably will send some messages. But how can these people mingle around? So we're creating this kind of thing. And then we're doing some regular social gatherings where some industries connect or some type of communities can connect, like as if it was, I don't know, the central square of a village or something like that. You know it's there. You can come when you want, and you go when you want. So this is one of the things that we do. The experience, I'm just going to walk you real quick how the generic user experience and then how it can decline in different markets or different kind of experiences. So you get some kind of welcome page with general introduction to the experience, probably a small video of somebody greeting you. And then you land into this page where there's some human telling you, welcome, this is the experience, this is how it works, have fun. And then as you walk around, you can move to the different spaces and see who's there. Probably some people you already know. You can lock some rooms when you're already having some interaction that is kind of interesting. You can just kind of keep it for a bit and then open it again. And there are some other details I'm not going to go into so much, but it's really free flow, engage, connect. And then from there, we can start building on more complex energies, more complex interactions. So we can start building narratives. So for instance, we did a social club in Montreal that they are not opening and they cannot open. So what they did is like a virtual event where the narrative starts becoming part of the thing. So you get to the entrance and there is the actual person that is at the door normally greeting you. And hey, where are you up to? What's new? Then say you to the bar, where in the bar you have the actual real bartender. And the DJ, that is the normal DJ, is at the dance floor putting music. And it creates a very interesting hybrid dynamics, and we can talk about that later. I'm actually very interested in seeing the feedback from Robert on how do you see this kind of mixed interactions, because we're seeing very interesting dynamics that we were not even imagining on our side that would happen between the people that were physically at the bar and the people that were remotely at the bar. So social club experience. And then there is like kind of the purpose-driven interaction. So how do you drive people to have these interactions that create specific meanings or foster some types of interactions? We do that in real life, but we're doing that also online. For instance, for our clients that were the social club or online festivals, there are performers, theater, circus people that are creating interactions that you can go and see, but they're also kind of being fire starters to create connections between people, and then probably leaving them when they're connecting and go start some mess in some other room. And then right now we're working on an experience that is for online theater. It's a theatrical experience where we're adding in top of the performers that are going to be on different kind of rooms. We're having a gamification kind of part that depending on the interaction that you have, you can get different items that give you access to different rooms and probably different endings of the story. So you're in a way like a participant, an active actor of the experience. So just to give you a general idea of the things that we can do, and I'm trying to keep it very short. And the last slide, the things that we can do beyond like what we do in presence, we start opening these spaces for bridging communities. So if I'm having, for instance, the design community that usually gets together in a bar in Montreal, and we know these get-togethers where they happen, or the video game industry, well, these people kind of connect a little bit, but not really. What about if we're creating these events happening at the same time, that we start having common spaces where these people can connect and have shared rooms, or same companies, different companies from the same sector that probably they don't talk too much. Well, if you have like, I don't know, some aerospace company having their sans cassette and another aerospace company having their sans cassette, you can probably have a couple of common rooms where people can just cross-pollinate the industries in a much easier way than what you do it in physical rooms. So that's the general idea. But here, what we really want to hear is the conversation of how would you
use that? How are you doing? How are you coping with these things right now on your experiences? I know a little bit the museum because we work in a project with them right now. What you're doing, but how are you guys doing, and what are your thoughts on this? So I'm really curious on hearing your getting started with this conversation. The end idea is to add value. So where can value be created? Yeah, what's interesting for you, and what are your ideas? What's happening to your side? Comme de fait, j'aime beaucoup ta perspective, Alfonso, de dire la notion du design, finalement, de dire au-delà de simplement être en vidéoconférence, etc., de le voir plutôt comme une forme de parcours, puis de dire qu'il y a des enchaînements de salles, puis qu'il y a finalement un sens, finalement, à se déplacer là, d'un endroit à l'autre, là, de créer tout le narratif autour. Là. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, comme de fait, on quitte l'élément peu de la vidéo en instantané, puis là, on embarque plus dans l'idée d'un design, d'une expérience, d'une continuité, là, que dans un environnement 100% virtuel, on peut sentir des fois un peu trop fragmenté. Là. Puis c'est vrai que cette notion-là de design, de dire, parce que tu sais, il y a comme de fait toute l'expérience en ligne, mais il peut y avoir dans les aménagements, etc. Quand vous avez cette réflexion-là du design de votre expérience, de vos espaces, de vos façons de faire dans le travail. Qu'est-ce que vous sentez, Brigitte, Christophe, Robert, puis même Alfonso aussi? Qu'est-ce que vous sentez dans vos organisations là, qui méritent comme un élément de réflexion, quelque chose que de votre œil ou de vos observations, vous dites, il me semble que je sens qu'il y a comme un changement à ce niveau-là ou quelque chose qui vous allume. Là. Ben, je trouve que tantôt, Christophe, il l'a bien nommé en disant l'hybridation. Quand il y a eu la COVID, le musée ferme. Puis on s'est dit comment on fait pour exister. Puis c'est là qu'on a fait 1 heure au musée, qu'on a développé une plateforme, puis on diffusait. En fait, on a réalisé que tous nos contenus numériques étaient cachés un peu partout dans notre site web, qui n'étaient pas du tout mis de l'avant, qui n'étaient pas du tout, ils étaient difficilement accessibles aux gens. Mm-hmm. On s'est dit que c'était le même problème pour d'autres musées, c'est qu'on a fait une plateforme pour mettre ça en commun. Là, on a réussi à rouvrir. Mais là, on a comme 2 mondes. C'est que là, tu sais, c'est comment on crée des passerelles entre ces mondes-là. Moi, je vois très bien, tu sais, que dans une exposition, j'ai l'œuvre, bien, est-ce que je pourrais pas avoir une conversation avec l'artiste en numérique? Est-ce que je peux pas, moi, comme visiteur, être plus engagée dans ma visite ou dans mon action? Puis c'est ce que j'aime dans la proposition d'Alfonso. Tu sais, tu te promènes d'un lieu à un autre et non pas juste d'un vidéo on-off. Mm-hmm. Tu choisis quelque chose. Tu as déjà plus de chances d'interagir. Mais moi, je pense que c'est, malgré que c'est une situation très difficile, c'est passionnant de voir toutes les solutions qui vont émerger. Là. Comment on va être capable de combiner là, tous ces médias-là pour passer d'un monde à un autre, mais avec moins de murs, que ça soit plus fluide là, d'un monde à l'autre. Ouais. J'aime beaucoup le point qu'il amène Simon au niveau de la narrative parce que j'ai l'impression que les interactions en ligne et les vidéoconférences sont un peu comme un nouveau média d'une certaine façon qu'on n'avait jamais dû pousser un peu plus à la limite. Donc, de la même façon que dans les cinémas, bah oui, tu peux voir la caméra à la plus haute définition, mais si tu n'as pas une narrative au niveau de ta œuvre, de ta pièce, de ton film, ça ne veut rien dire. En même temps, ici, ça peut être une vidéoconférence, mais si tu ramènes les narratives ou la façon dont tu ramènes les interactions d'une façon intéressante, ça devient quelque chose de complètement différent. Puis je me rappelle quand on commençait à faire les événements, les gens me disaient comme « Oh boy, là, tu es en train de me proposer une expérience de 3 heures sur vidéoconférence. Je viens de me faire 8 heures de vidéoconférence, de meeting. No way! » Puis après, les gens embarquaient dans la conférence, puis ils nous demandaient vers la fin de l'événement si on pouvait rajouter une petite heure de plus. Puis tous les gens restaient jusqu'à la fin. Et à la fin, les gens disaient comme, hey, on était électrique, on ne pouvait plus dormir, genre, on avait beaucoup d'énergie. On s'est rendu compte que, oui, ça fatigue, il y a la fatigue Zoom, mais je pense qu'il y a une grosse partie de la fatigue Zoom qui vient du fait que tu es passive dans les échanges, dans la plupart des échanges. Puis c'est un peu le même type de fatigue que tu as dans la vraie vie quand tu es pogné dans un meeting vraiment plate, puis que tu n'as rien à faire, puis tu es juste là comme, tu te sens pogné, tu ne sens pas que tu n'as pas de free agency, comme on disait dans la conférence. Puis je pense que c'est ça qui est fatigant. C'est pas le fait qu'on soit dans des écrans. Oui, c'est plus qu'on en personne, mais voilà.
Qu'est-ce que j'aime beaucoup au niveau de ce que Alfonso a présenté, c'est que c'est drôle, hein? Si on prend l'anecdote d'un événement en personne, présentiel, oui, on va à mettons, on est à un congrès, puis on va aller voir des conférenciers, on va aller visiter des kiosques pendant le jour et tout ça, puis c'est bien correct. Mais la réalité, là, où ça se passe, là, c'est au 5 à 7 et les soirées et les soupers. C'est là où les deals se signent, puis les choses se règlent. Et à date, on n'a pas vu beaucoup d'options pour vraiment renforcer et vraiment faire valoriser l'importance de cette dynamique informelle, le fun, détendu et assez créatif et interactif. Donc, c'est pour ça que ça m'intrigue beaucoup. Et nous, comme Palais, on est en train de fondamentalement revisiter notre mission, notre modèle d'affaires. Parce qu'à date, on était là juste pour vendre des pieds carrés. On n'était pas dans le virtuel. Tu sais. Là, on est dedans. On n'a pas le choix. Il faut absolument là. Et les événements hybrides sont avec nous, à mon avis, à long terme. Et il faut regarder la façon parce qu'on attend beaucoup de commentaires. Puis le Zoom Burnout et les autres, le Hop-in Burnout, whatever, on est déjà là après quelques mois. Et qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an? Donc, d'avoir ces plateformes qui sont beaucoup plus de touches humaines, fluides, qui vont aller chercher ces liens émotionnels entre les participants, c'est l'avenir. Yeah. Ouais. And just to add to that, so one aspect is the free agency that creates that, but the other aspect is the thoughtfulness of the experience, which helps create psychological safety. When we have the psychological safety, that's when people drop into the zone and they can, like at festivals like C2, for example, they can play together, new ideas come out, they're more expressive, authentic, real, and they really bring all of themselves to the game. And how can we do that in this overlay or online or how did you call it, the hybrid experience? It's a creation, as Ari is saying, culture. How do you create a culture where you give people permission of doing things? And at C2, that's the key of their success. You create experiences that allow people to be a little bit crazy or a little bit full. And how can you create these things online? And we've been playing a lot with that, and it's super interesting, the results, and even on subtle gestures of how do you interact with the screens and how do you create a shared experience that connects you with your physical environment in a symbolic way. So it comes more from a kind of a cinema or kind of almost like a social kind of investigation than from a technological point of view. There's a term for that called collective effervescence, I think, coined a long time ago, but popularized by an author, Brené Brown, in her exploration. And it's when people come together in any social gathering, in a theater, in a game, in a basketball game, or any kind of social gathering, you have this belonging that gets created. At a conference, they feel together. They can co-create. That's very interesting. It's very psychological, and if we hit it too directly and too formally, it doesn't work. You've got to really take them out of their comfort zones in a good way, in a fun way. Then you get things going that you want to come out of these hybrid events. C'est ça, c'est comme l'effervescence permet de briser le statu quo, finalement. Very cool. De ton côté, Christophe, je pense que tu avais... Oui, moi je voulais vous ramener en fait de nombreux sujets qui tournent en ce moment là dans les entreprises avec lesquelles on discute et qui amènent en fait, c'est la première chose, c'est l'augmentation en fait d'un lieu, donc d'un espace par le temps. Donc en fait là quand on parle des échanges ou de la fluidité dans un lieu, évidemment on était énormément dans faire venir les gens, avoir une instantanéité, le livrer, puis après potentiellement on livrait des morceaux mais séparés et non reliés de l'expérience qui avait été vécue. Maintenant, en fait, on essaye exactement de la même manière qu'au niveau de la mécanique. Quand Einstein est arrivé, il a dit, OK, oui, il y a un espace, mais il y a aussi le temps. Donc, en fait, ce temps-là peut définitivement tordre et amener quelque chose de plus. Donc, ça, c'est très, très important quand on parle, évidemment, de l'élaboration d'un narratif. Le narratif n'est plus simplement dans le moment présent, mais ce narratif-là, il faut raconter une histoire qui peut durer dans le temps et qui peut évoluer pour tout le temps rendre l'expérience à nouveau intéressante.
Donc ça, c'est vraiment une tendance très très forte en tout cas. Et c'est clair que des entrepreneurs créatifs qui ont le talent de raconter des histoires. Et là, regardez ce qui se passe quand on est dans une web série. Je veux dire, il y a des épisodes au fur et à mesure. Il y a des choses, on s'entend que le lieu, bon, évidemment, c'est la télévision ou votre point d'entrée, mais pourquoi ça ne pourrait pas exister effectivement dans un lieu physique? Ça, c'est quand même la première chose vraiment que je vous amènerais à penser. Comment est-ce qu'on peut créer ce temps, cette durée? Puisque après, il y a l'autre tendance qui vient d'arriver, qui est effectivement cette expérience qu'on peut vivre de manière synchrone ou asynchrone. C'est-à-dire que dans le même lieu, une personne peut arriver 250 000 fois et à ce compte-là, ils peuvent vivre une expérience peut-être en même temps de manière décalée. Et inversement, 2500 personnes qui sont dans des lieux différents pourraient vivre en même temps la même expérience. Donc ça, c'est quelque chose à nouveau de l'augmentation. Et toi, Robert, par exemple, tu le disais très très bien tout à l'heure, là, le fait de la destination. Bon, en fait, le numérique rajoute pour un lieu qui est une destination de se dire, en fait, on inverse le paradigme. Et plutôt que de faire la proposition aux personnes de venir chez nous, en fait, c'est nous qui allons chez eux. Et s'inviter chez les gens pour un lieu, ça c'est absolument puissant parce que là ça veut dire qu'on vient complètement d'exploser effectivement les limites géographiques qu'on peut avoir et la proposition qu'on fait n'est plus simplement reliée au lieu mais vraiment à la quintessence de ce qu'on veut livrer, vraiment à la valeur de la proposition qu'on veut livrer. Et là aussi on va avoir besoin de personnes qui sont dans le narratif et qui peuvent justement comme inverser vraiment ce paradigme. Et ça c'est absolument étonnant et ça amène dans la troisième tendance qu'on voit qui est l'idée que un lieu privé peut en fait être transformé en un lieu public. C'est-à-dire qu'avec toute la science d'un lieu public, se poser la question comment est-ce qu'on peut recréer en fait l'ambiance d'un lieu public chez soi, par exemple, dans un lieu privé. Et c'est là où je vous amènerai l'hybridation, qui est en fait une hybridation inversée. Et nous, on l'a testé, vous voyez, en équipe à la piscine, parce qu'on a commencé évidemment, comme tout le monde, à faire des apéros Zoom. Et puis, à la limite, après, au fur et à mesure, on savait plus quoi. Donc, en fait, on a fait livrer de l'alcool et des chips à toutes les personnes de l'équipe pour pouvoir boire potentiellement la même chose, le même vin, le même champagne, boire des choses, etc. Et au fur et à mesure, en fait, c'était chacun qui faisait la surprise aux autres de pouvoir leur envoyer, en fait, quelque chose. Donc cette hybridation-là était intéressante pour créer cette effervescence collective, là, tout à l'heure quand vous l'avez apporté. Mais je pense qu'il faut le réfléchir aussi de cette manière-là. Comment, humainement parlant, comment de manière très très concrète, on arrive quand même à envoyer, à faire vivre des artefacts, une expérience qui, elle, peut sans aucun problème réussir à être le numérique. Donc ancrer l'expérience humaine, les 5 sens humains dans quelque chose, mais qui peut être vécu à distance. Et ça c'est vraiment quelque chose qui était dans les tendances, on s'entend, mais qui vont absolument arriver parce qu'on s'entend que les attentes maintenant de tout à chacun au niveau de l'expérience du numérique, on ne va plus se contenter uniquement de ça. Mais moi, j'aimerais pouvoir voir ce que Robert est en train de voir et j'aimerais pouvoir voir ce que Brigitte est en train de voir, etc. Donc, vous voyez, ce partage-là serait complètement intéressant et je pense qu'on est arrivé à un excellent moment de pouvoir vraiment faire ce genre de choses et je pense que c'est vrai dans toute expérience qu'on aimerait pouvoir vivre ou recréer. Donc voilà un petit peu les tendances et les challenges que moi je vous lancerai pour pousser encore plus loin justement ce que vous êtes en train de proposer et comment est-ce que ça peut être mis en scène. En fait, ce type de gestes que tu mentionnes, Christophe, sont très intéressants puis on le voit beaucoup. Rien que créer un geste collectif qu'on fait avec un groupe de gens dans lesquels on lève tous un verre ou on allume une chandelle, ça crée vraiment une connexion symbolique avec les gens. Évidemment, selon l'événement, le type de geste sera différent, mais ça change beaucoup le type de connexion et la façon comme les gens arrivent à se déposer. C'est super fascinant. On a vu même des trucs vraiment drôles et super intéressants que les gens ont commencé à observer puis qui ça va faire sûrement les sujets d'études sociologiques après. Genre des performeurs qui sont venus performer pour notre expérience, nous rapportaient qu'ils étaient super contents de faire ça parce qu'ils font pas de performance en ce moment non plus, mais qu'après, une fois que l'expérience finissait, il y avait un espèce de feeling bizarre de se trouver chez eux, mais en même temps dans un stage. Puis il y avait comme un espèce de presque comme de besoin de nettoyer symboliquement l'espace pour le déconnecter de gens que ça redevient leur chambre, que ça arrête d'être un stage. Il y a plein de petits trucs comme ça que
bien joué et bien articulé, ça peut créer des expériences vraiment puissantes parce que ça passe beaucoup pour l'imagination. Puis tu sais, comme cette notion humaine ou besoin humain de créer du sens et créer des histoires. L'engagement est un autre défi de toute façon et c'est très très difficile effectivement de réussir un engagement uniquement à travers du numérique. Donc cette hybridation là au niveau de l'engagement humain, elle est absolument essentielle. Et à chaque fois, on vraiment challenge nos entrepreneurs du pur numérique de leur dire atterrissez quelque part au niveau humain et au niveau des artefacts parce que c'est certainement comme ça que vous allez réussir à gagner la course à l'engagement. Et il y a beaucoup de relais, il y a beaucoup de partenaires qui sont capables de faire cet engagement-là avec d'autres personnes. Et ça, ce sont des propositions de collaboration que je trouve absolument intéressantes. Puis t'as pas besoin de faire des trucs super high-tech pour dans le type de solutions. Il y a des fois qu'on peut rajouter les toucher, juste inviter les gens à faire un geste dans lequel tu intègres un peu le toucher. Et ça fait une grosse différence. Tu es quand même juste en train de faire une vidéoconférence, mais les gens sont connectés à leur corps au moment présent d'une façon très différente. C'est beaucoup dans la narrative, c'est super intéressant. Bah écoute, regarde, bouteille de vin distribuée à tout le monde avec un coursier, hein, ça coûte $45. Pour réussir à avoir de l'engagement d'un public, je pense que c'est pas très très cher quand même. Puis, en plus, on a fait marcher l'économie locale, on a utilisé un coursier à vélo et on a fait affaire avec un producteur local. Donc en plus, on est complètement engagé évidemment par rapport au message qu'on veut passer. Il y a des trucs aussi très intéressants parce qu'on peut, oui, il y a des choses qu'on peut faire comme dans la vraie vie, mais il y a des choses qu'on peut faire plus dans le numérique, qu'on peut pas faire dans le one-to-one. Je vous mets un exemple. On est en train de faire une performance collaborative que je vous ai racontée pour un groupe de théâtre. Il y a plusieurs performeurs que tu vas engager avec eux comme si toi, tu étais un participant. Mais il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, qu'un acteur fasse une vidéo avec toi dans laquelle il te fasse une méditation, une dynamique dans laquelle tu passes avec lui 10 minutes, mais c'est facile. Et après, tu engages directement un à un avec cette personne-là. Puis pour toi, ça a l'impression de que c'est une expérience continue dans laquelle tu as passé 10 minutes à te déposer dans un espace symbolique ou une petite pièce de théâtre, mais dans laquelle, à la fin, il y a l'acteur qui te parle à toi, et juste à toi. Puis ça, tu peux pas le faire avec 200 personnes dans la vraie vie, mais tu peux le faire là, dès que cette personne-là passe 10 minutes avec chacun, avec 200 personnes, avec un seul acteur. Oui, tout à fait. Puis même, autant au niveau, on parle beaucoup de l'expérience visiteur, mais même expérience employée ou un peu plus arrière-scène, là, on voit aussi que cette notion-là de virtuel, ça peut augmenter des capacités, comme malheureusement, il n'a pas pu se joindre à nous, Nicolas de Prévu 3D, là, qui devait présenter également, lui, finalement, qui peut mapper là, des espaces virtuels puis permettre à des équipes là, de tenir des réunions dans l'espace, mais à la limite d'être à la hauteur de la perche là, d'un théâtre, puis de dire est-ce que le boulon ou les fixations sont bien mis, ou etc. Là. Fait que on voit que normalement, à moins d'aller chercher une échelle, on serait incapable d'avoir ce genre d'interaction-là avec l'environnement physique. Donc effectivement, est-ce que dans les personnes qui sont connectées avec nous, est-ce qu'il y a un représentant du coopératon? Parce que je sais qu'il y avait comme une idée pour la finale là, de la session, parce que je vois le temps qui file aussi. Il y avait l'idée là, de nommer, de mettre le lien pour le challenge, pour les challenges pour ceux qui sont avec nous. Fait que je ne sais pas s'il y a un représentant du coopératon Montréal New Tech qui est avec nous. Je m'étais permis de mettre le lien tout à l'heure pour rappeler le lien effectivement sur le coopératon, donc qui reprend à la fois Robert effectivement pour le Palais des Congrès et nous pour la piscine. Donc je l'ai mis là. Bon voilà, merci Simon d'avoir pu remettre ce lien là. C'est vrai que les entreprises peuvent donc s'inscrire directement en ligne par rapport au coopératon. Je pense, Brigitte, que tu as envoyé tout à l'heure le lien vers votre appel à projet aussi. Ça peut être définitivement utile. En tout cas, globalement, Elias en a parlé tout à l'heure.
la recherche d'entreprise donc pour le coopératon est lancée à partir de maintenant. Donc les inscriptions peuvent se faire en ligne et puis le lancement va être au mois fin septembre, je pense, de manière virtuelle pour après basculer dans les différentes sessions par rapport au sprint d'élaboration d'idées et de projets. De notre côté, la sélection, la proposition qu'on fera, c'est que les entrepreneurs sélectionnés puissent rentrer dans notre programme SURF, donc vraiment de consolidation et de commercialisation. Donc voilà un petit peu l'avenir qui pourra les attendre si ça peut les intéresser. Du côté de Robert, moi, je pourrais évidemment laisser dire un petit peu c'est quoi qui vous attendrait chez eux. Puis avec grand plaisir, Christophe. Ouais. J'ai perdu mon écran, là, mais j'essaie de revenir. Mais on t'entend, c'est bon, tu peux y aller. T'es toujours là. Il y a une chose que je voudrais ramener, puis c'est comme, on est en train d'explorer ces milieux, puis une partie de cette exploration, c'est justement de connecter les différents pôles, puis ça, c'est quelque chose que j'avais justement envie de ramener, par exemple, au musée. Le milieu du musée, c'est bon un peu dans des appels de travail, mais il n'y a plus le côté social. Donc, j'ai envie de commencer à créer des espaces où les gens des musées puissent se retrouver une fois par semaine ou 2 semaines, puis c'est juste du social, puis les gens qui viennent, c'est pas un meeting. Genre entre Québec et Montréal, c'est ce que tu peux faire dans la vraie vie. Là, on peut le faire. Robert, si tu as des réseaux qui ont besoin de connecter, qu'en ce moment les gens ne connectent pas, on peut créer un événement informel dans lequel les gens arrivent, qui vient bien, qui vient pas, puis juste créer des espaces pour se retrouver. Même chose pour toi, Christophe, les entrepreneurs qui ne se trouvent pas pour réseauter, créons des espaces. Moi, ça va me faire plaisir de rendre cette plateforme disponible pour vous, pour que les gens se retrouvent. Absolument. Let's talk. C'est la beauté des collaborations spontanées. Super. Fait que, écoutez, en mot de la fin, on dit, on s'engage sur un marathon. Je pense que c'est toi, Robert, qui le mentionnait, soit dans cette session ou sur la scène un peu plus tôt, là, de dire on va être dans cette nouvelle réalité-là pour un bout. Donc, on lance le marathon. Il y a un rendez-vous en septembre pour les blocs de départ de la course avec le coopératon. Puis sinon, assurément, on va se souhaiter à tout le monde une bonne démarche d'athlète. Donc, merci beaucoup, Robert. Robert Mercure, PDG du Palais des Congrès, Christophe Bilbeault, directeur au niveau des programmes pour la piscine, et Brigitte Belleville, chargée au numérique, et Alfonso Daria, je sais pas. Oui, Daria de Atypique Lab d'avoir été avec nous. Puis à vous tous, nos chers observateurs anonymes, d'avoir été également de la session avec nous. Donc, en vous souhaitant une bonne soirée à tous, puis au plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. À bientôt. Là, j'imagine, j'ai peut-être juste un truc, si les expositions, les kiosques virtuels fonctionnent, on va y aller. On va vous présenter un projet qu'on a fait en co-création avec une entreprise. Ah oui, tout à fait. Ça poursuit en réseautage et ça se poursuit, oui, c'est ça. On va aller aussi dans notre booth. Si jamais vous voulez passer faire un tour, on est là. Oui. Un grand merci. Okay. Même chose pour effectivement la piscine, j'imagine, pour le Palais des Congrès aussi. Il y a le kiosque. Les gens sont là pour discuter avec vous si vous avez envie. Alfonso, ça fera plaisir. N'hésite pas à y aller parce que nous avons d'ici 2 semaines, d'ailleurs certainement avec Brigitte dans le panel, une petite séance et tu pourrais définitivement venir tester et nous montrer que ce que tu viens de nous raconter depuis une demi-heure pourrait fonctionner. Donc voilà, au moins une mise en scène tout à fait comme regarde. T'as 15 jours pour t'y mettre, alors let's go. Anytime. Alfonso, on a déjà des expositions en 3D. Là. Je t'enverrai les points. Oui, j'ai vu ça. On travaille dans une expo avec l'équipe. En tout cas, ton autre équipe, on fait une exposition. Donc, on se prépare. On t'envoie ça. Merci à vous tous. Salut tout le monde. Bonne continuation à tous. Salut. Bye.